Les premiers symptômes, c'est des crampes, un peu des jambes lourdes, quelques petites douleurs après être resté longtemps debout. L'insuffisance veineuse, elle va se développer en plusieurs stades. Et on est souvent au début aveugle devant nos pathologies diverses et variées. Tout part du cœur, le cœur qui va envoyer le sang un petit peu partout dans l'organisme. Le problème, c'est que quand ce sang, il est au niveau des pieds, il faut le faire remonter, et là, on s'oppose à la gravité. Pour lutter et pour faire remonter le sang veineux au cœur, on va avoir des valvules dans les veines qui vont, en marchant, s'ouvrir, se fermer. Qui dit varice, dit stase veineuse, qui dit stase veineuse, possibilité de caillots. Et il ne faut pas oublier que les varices, ça thrombose. Là, ça change quand même, parce que la phlébite, on n'est plus sur le même degré de gravité. On risque au moins l'embolie pulmonaire. Ils attendent plus un remède magique de ma part. Ils voudraient qu'on leur donne la pilule miracle qui n'existe pas. Non, mais je suis pas sédentaire, docteur. Si tu les interroges, en fait, ils font pas 3 pas dans la journée. Rappelez que nous sommes des mammifères et qu'on est fait pour marcher. On se retrouve à essayer de soigner des gens de pathologies qui sont liées à leur mode de vie. C'est assez extraordinaire parce qu'il y a des gens qui disent que dès le lendemain ou le surlendemain, ils se sentent mieux. Ils ont la jambe moins lourde, ils ont moins d'œdème. Ce qui est impressionnant, c'est de façon très rapide, pas 6 mois après. C'est bien juste pour la veine, mais pour tout le reste, c'est hyper mauvais. Et là, j'arrive à mon bureau, une patiente me dit « mais c'est incroyable », la secrétaire me dit « vous étiez pas là, j'étais en train de vous écouter à la radio ». Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le surpoids est important dans l'insuffisance veineuse ? C'est une excellente question. Le surpoids, c'est même l'obésité. C'est souvent, on parle à partir d'un IMC supérieur à 30, et on ne sait pas pourquoi, plutôt chez la femme. Pourquoi c'est important dans l'insuffisance veineuse ? Parce qu'en fait, ça augmente l'hyperpression veineuse des membres inférieurs, et on sait que l'insuffisance veineuse, c'est quoi ? C'est l'hyperpression. Donc en fait, plus tu vas prendre de poids, plus on va avoir cette hyperpression, d'abord abdominale, et qui va se répartir sur les membres inférieurs, et qui va mener cette insuffisance veineuse et ces troubles variqueux. Quand tu parles de problème de pression, ça veut dire que, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce phénomène de retour veineux qui limite justement cette insuffisance veineuse ? Alors, on est sur Terre. Sur Terre, il y a la gravité. Quand on est allongé, en fait, on a une pression veineuse qui est à peu près de 10-15 mm de mercure. Dès là, quand on est assis comme là, on va être à 40-50 mm de mercure, et dès qu'on va se lever, on va monter à 80-90. Pour lutter et pour faire remonter le sang veineux au cœur, pour lutter contre la gravité, on va avoir des valvules dans les veines qui vont, en marchant, s'ouvrir, se fermer et permettre de faire ce retour veineux. Remonter le sang. Si j'augmente, moi, encore plus ma pression par le surpoids, je vais encore avoir encore plus de mal. Ça fait une résistance, et je vais avoir du mal à lutter contre. Ok. Parce qu'en fait, tout part du cœur, le cœur qui va envoyer le sang un petit peu partout dans l'organisme. Tout à fait. Le problème, c'est que quand ce sang, il est au niveau des pieds, il faut le faire remonter. Il faut le faire remonter, et là, on s'oppose à la gravité. Et là, il faut s'opposer à la gravité, et on est le seul mammifère qui vivons debout, donc nos veines seront devenues valvulées. Ok. Bon, on a commencé à voir un petit peu de quoi on allait parler. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Nicolas, pour qu'on sache un petit peu qui tu es ? Alors, je suis le docteur Nicolas Néom, je suis ravi d'être ici, merci pour l'invitation. Je suis médecin vasculaire interventionnel au centre de phlébologie interventionnelle de la clinique Pasteur de Toulouse, où j'ai une spécificité, c'est surtout le traitement des varices par méthode interventionnelle, que ce soit par laser, radiofréquence, colle, voire sclérothérapie. Parallèlement, j'ai aussi une activité de recherche clinique, pour laquelle j'ai la chance de mener, diriger ou participer à des études institutionnelles, internes à Pasteur, ou carrément industrielles, nationales et internationales. Parallèlement, j'ai la chance d'avoir été élu récemment, depuis 1 an et pour 3 ans, président de la Société française de phlébologie, et qui me permet de travailler et d'aider à travailler mes confrères phlébologues. Ok, bon, super. Du coup, tu fais un peu de recherche, donc on va pouvoir te demander un peu s'il y a des choses sur le feu, là, des avancées un petit peu dans ce domaine-là à la fin. On garde ça pour la fin, Liane. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, en quoi ça consiste, cette insuffisance veineuse ? On a commencé à en parler. Déjà, moi, j'ai des questions un petit peu toutes bêtes. C'est en fait le sang, c'est pas la lymphe. C'est le sang.
Voilà, des fois, il y a un petit peu cette incompréhension. Oui, alors la lymphe, ce sont les lymphatiques, c'est ce qui va mener le lymphœdème, comme on peut avoir après une néoplasie du sein, une chirurgie avec un gros bras et compagnie, ou lymphœdème des membres inférieurs, primaire ou secondaire. L'insuffisance veineuse, c'est le retour veineux du sang vers le cœur. Qui se fait pas bien. Qui se fait pas bien. Les artères amènent le sang avec l'oxygène et les nutriments vers les différents tissus, la distalité. Et ce sang, pour le réoxygéner, il faut un système circulatoire pour le ramener au cœur. Et c'est simplement ce système veineux. Et comme je te disais, pour le ramener au cœur, il faut lutter contre la gravité. Donc c'est plus dur de le ramener que de le renvoyer vers la distalité. Donc ça touche que les pieds, a priori. Que les jambes, les membres inférieurs. Exactement. Voilà, exactement. Il n'y a pas de varices des membres supérieurs. Sauf cas particuliers, mais ce sont des varices secondaires dues à des pathologies thrombotiques. Mais enfin, on ne parle que des membres inférieurs. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, on a parlé à la fois de problèmes d'insuffisance veineuse, et moi j'associe ça plutôt à une sensation de jambes lourdes, à des choses comme ça, et tu as parlé également de varices. Est-ce que ça veut dire que quand déjà, explique un petit peu ce que c'est qu'une varice, est-ce qu'on a des varices quand on a l'insuffisance veineuse, ou est-ce qu'on peut avoir l'un sans l'autre? On peut avoir l'un sans l'autre. L'insuffisance veineuse, elle va se développer en plusieurs stades, de C0 à C6. On va expliquer comme ça, c'est assez simple. C0, c'est un stade où on va avoir des symptômes style jambes lourdes, des crampes, une fatigabilité, mais sans aucun signe visuel. C1, on va avoir des petits vaisseaux qui commencent à apparaître sur la peau, ce qu'on appelle des télangiectasies. Un peu rouge, un peu violet. Exactement. C2, ça va être le stade où la grande veine saphène, qui est une des deux veines essentielles du réseau veineux superficiel qui permet de ramener le sang veineux vers le cœur en se jetant dans le réseau veineux profond, va se dilater et va apparaître doucement sous la peau, ces espèces de tuyaux, on pourrait dire vulgairement. Plutôt à l'intérieur de la jambe. À l'intérieur ou derrière le mollet. Ou derrière, ok. Qu'on voit régulièrement. Ça, c'est les premiers stades. C3, ça va être le stade de l'œdème. On va avoir en plus de l'œdème des jambes. C4, ça va être des stades, là on va être plus embêté à partir de C4, ça va être des stades, des troubles trophiques, avec de la pigmentation, de l'atrophie blanche, et on va aller à C5, C6. C6, c'est le stade où on a carrément un ulcère variqueux, qui, quand il va être cicatrisé, on va redevenir C5, c'est le stade de ulcère cicatrisé. Donc là, on a vu l'évolution. C'est réversible. Tu as dit donc on pouvait passer un petit peu d'un stade à un autre. Dans quelle mesure on peut totalement être réversible, sauf qu'on a fait un ulcère, il est cicatrisé, on devient C5. Donc en général, on repasse pas en dessous. Mais jusqu'à C3, c'est largement réversible. C4, quand on commence à avoir une dermite ocre, c'est ce qu'on voit souvent. On voyait ça autrefois souvent chez nos grands-mères l'été, ces espèces de chaussettes intégrées sous le genou. La décoloration, elle est due au pigment de fer de l'hémoglobine qui sont venus tatouer la peau. Et ça, c'est définitif. Ça, c'est définitif, ok. Donc, les premiers symptômes, en fait, tu l'as dit, c'est des crampes, un peu des jambes lourdes, quelques petites douleurs après être resté longtemps debout, beaucoup marché, etc. Est-ce que ça... Plutôt après être resté longtemps debout ou assis, mais sans marcher. Bien sûr, parce qu'on va en parler, c'est justement le mouvement qu'il faut privilégier. Exactement. Donc, est-ce qu'il faut essayer de réagir dès qu'on a ces premiers symptômes et essayer de faire quelque chose ? Je crois qu'il faut agir dès le début et il faut agir là. Je pense que la maladie variqueuse, l'insuffisance veineuse, c'est une maladie des pays riches, une maladie de gens essentiellement inactifs. Oui, dès qu'on a ces symptômes-là, il faut marcher, il faut aller faire du sport, il faut être actif, il faut être tout sauf sédentaire. Ce qu'on veut, se balader à pied, faire du jogging, faire du tennis, faire ce qu'on veut, mais se bouger. Il faut bouger absolument. Quels sont les facteurs de risque? On en a abordé certains. Donc, quelles sont les situations qui vont favoriser cette insuffisance veineuse? Alors, le premier des facteurs de risque, il est, je dirais, familial. On sait maintenant, il y avait ce côté familial comportemental où on disait c'est le comportement qu'on a par la sédentarité parce que nos parents nous ont appris à rester dans le canapé, à mal manger et compagnie qui faisaient des varices. Il y a aussi parallèlement une part génétique, on le sait très bien, grâce à une étude anglaise qui a été faite sur les jumeaux homozygotes hétérozygotes. En fait, on s'est aperçu que de mémoire
67% des jumeaux homozygotes avaient une apparition significative des varices dans les deux. Alors que chez les hétérozygotes, il y avait que dans les 40-45%. Donc on sait quand même qu'il y a un facteur génétique très probablement sur le chromosome 16 au niveau de la formation des valvules et compagnie. On ne sait pas trop encore, c'est un peu paumé. Mais parallèlement, il y a aussi cette attitude comportementale puisque un tiers des jumeaux homozygotes n'avaient pas d'apparition significative entre des varices. Donc on sait qu'il y a un peu de ça et un peu de comportement. Ça, c'est les deux premiers facteurs. C'est le familial, on l'appelle. Après, il y a l'obésité, on l'a dit, l'IMC supérieur à 30, et notamment chez la femme. On ne sait pas pourquoi. Ce que j'allais te demander, ouais, c'est ça touche plus la femme. Hein. Ouais, alors, tu vas voir, non. Il y a un peu plus de varices. L'obésité est un facteur de risque un peu plus prépondérant chez la femme. Il y a après la sédentarité. La sédentarité, c'est rester assis plus de 6 heures par jour. Ou debout plus de 6 heures par jour. On avait expliqué dès le début. Problème de pression. Si je reste debout toute la journée, je fais une hyperpression. Je suis en permanence dessus. Après, il y a des facteurs... je me trouve de mémoire. Il y a moi, je sais qu'il y a le chauffage au sol. Il y a le chauffage au sol, tout à fait. Les anciens chauffages au sol, parce qu'ils chauffent par truc, ça fait une dilatation. Il y a ça. Le nombre de grossesses. Et d'ailleurs, à propos du nombre de grossesses, c'est probablement pour ça qu'on croit que plus de femmes que d'hommes sont atteints. Elles vont surtout être atteintes plus tôt par les grossesses. Donc en fait, quand on regarde un peu les gens atteints, on se dit, tiens, à 30 ans, j'ai beaucoup plus de femmes d'hommes qui arrivent, donc par croyance, on pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Mais quand on regarde vraiment les études, finalement, c'est un peu plus de femmes, mais c'est pas significatif, en fait. On sait pourquoi les grossesses ont une hormonal. C'est hormonal. C'est hormonal parce que les oestrogènes, notamment, agissent sur les fibres musculaires lisses et il y a un relâchement de la paroi veineuse. D'accord, parce qu'en fait, les veines, elles contiennent des fibres musculaires, c'est ce que tu viens de dire, et du coup, à la grossesse, il y a différents procédés hormonaux, ça les altère un peu. Voilà. Et donc, parce que quand elles reçoivent le sang, les veines, elles vont se dilater sous l'arrivée du sang, et après, elles vont se contracter pour chasser le sang et faire en sorte que le sang y remonte. Exactement. Et tout à l'heure, tu as parlé des valves anti-reflux. Il faut imaginer ça un peu comme une porte qui s'ouvrait que dans un sens. Tout à fait. Voilà, et donc ça permet, elles sont placées à différents moments des veines, elles permettent de faire passer le sang, mais après, elles peuvent pas s'ouvrir dans l'autre sens. Donc en fait, ça fait un palier. Un palier. Et à chaque fois, ça passe un étage comme ça, de cette façon. Exactement. C'est pour fragmenter la colonne sanguine, en fait, contre la gravité. Il y a quelque chose qui est un petit peu anodin, mais que je trouve assez intéressant, c'est cette histoire de chauffage au sol. Ça veut dire que la température joue beaucoup ? Oui, dès que plus il fait chaud, plus on a une vasodilatation des vaisseaux, donc ça aide. On voit bien ça l'été. Hein. Tout à fait. Les problèmes veineux, la plupart des gens qui viennent nous consulter, c'est à la sortie de l'été. Ils arrivent à la consultation, ils disent « Oulala, docteur, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes ? J'ai les jambes qui ont gonflé tout l'été et compagnie. » Plus vous faites dilater vos veines, moins les valvules vont se toucher, et si vous avez beau faire le mouvement des valvules pour monter vers le sang, si elles ne touchent plus, il reste au centre un petit filet qui va faire retomber le sang. J'y avais pas pensé, mais c'est totalement logique. C'est sûr que si ça se dilate, c'est plus étanche. La valvule, elle est plus étanche. Exactement. Donc c'est totalement logique. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, tu as parlé un peu de classification, si on a quelqu'un en C0, C1, au tout début, qui commence à avoir des symptômes, toi, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire ? Alors, les premières choses qu'il faut faire, c'est déjà une bonne alimentation pour limiter les excès de poids. Stop, petite coupure rapide pour vous annoncer qu'après des mois de travail, on vient tout juste de finir notre guide gratuit. On a sélectionné les 7 informations les plus importantes sur la perte de poids partagées par 7 experts reçus sur notre chaîne. Comme ça, vous n'avez même pas à regarder toutes nos vidéos et à prendre des notes. Vous recevrez 7 emails pendant 7 jours avec à chaque fois une information clé à retenir pour perdre du poids après 50 ans. Et c'est totalement gratuit. Il vous suffit de cliquer juste ici pour vous inscrire. Allez, on reprend l'interview. Ça, c'est dur, non ? Toi, comment tu abordes ça avec des patients ? Moi, j'essaie de leur dire simplement de revenir aux anciens basiques. C'est un peu comme en rugby, étant de là-bas. C'est remanger normalement un petit déjeuner, un jeune déjeuner, un repas du soir, en répartissant bien ses calories sur toute la journée. Façon simple, un peu, je dirais que
mieux, c'est quasiment le régime des diabétiques, où on leur fragmente l'apport calorique toute la journée. Déjà, c'est ça, prendre soin d'eux et manger normalement et pas n'importe comment. C'est vrai qu'on est quand même dans la génération, malheureusement, fast-food soda, où on a des apports en sucre totalement délirants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rappeler que nous sommes des mammifères et qu'on est fait pour marcher et pas pour rester dans un canapé ou devant la télé. Donc déjà, c'est reprendre soin d'eux et dire et se sortir un peu de cette folie de vie actuelle où on n'a jamais le temps de rien. C'est leur dire, mais rentrez chez vous à pied, allez au travail, enfin, dans la mesure où c'est possible. Après, on va les aider. De C0 à C1, on peut lutter contre la symptomatologie veineuse, qui peut être très désagréable, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment ce qu'on appelle des phlébalgies, des douleurs, ils ont du mal à décrire, sensation, mal, hein, sensation de gonflement, ils se sentent oppressés. Là, on a quand même la compression veineuse qui aide. Donc c'est des bas de compression. Bas de compression, oui, qui vont lutter. La compression, c'est simple. J'applique une force contre la jambe pour aider et favoriser le retour veineux. C'est ce gradient de pression dont tu parlais, en fait, tout à fait, au tout début. Qui va venir aider. Ça va certainement pas prévenir d'avoir une maladie qui va évoluer vers C3, mais ça va au moins aider pour la symptomatologie. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est pas mal efficace. Moi, en mémoire, c'est vrai qu'on a souvent des patients qui ont du mal à les porter, etc., parce qu'ils n'ont pas envie, c'est un peu compliqué à mettre, etc. Mais c'est vrai que moi, je garde vraiment cette patiente qui me disait, mais quand vraiment on a mal à cause de l'insuffisance veineuse, les bas de contention, on les met. Tout à fait. Tout à fait. Et elle les oubliait pas. Souvent, on dit que quand on prend l'avion, il faut mettre des bas de contention parce que c'est un facteur de risque, on a un peu plus de douleur. On a un peu plus de douleur, c'est pareil parce qu'il y a une hyperpression. Même si les avions sont pressurisés, il y a quand même une pression qui est supérieure à la pression terrestre. Donc c'est vrai que le fait de mettre des bas de compression, on se sent un peu mieux. Et notamment dans les parties de classe économique où on est quand même un peu plus serré. Puis on a les jambes, on est comprimé, on peut pas tendre les jambes, on est immobile, se lever. Il y a beaucoup de choses, oui. Si on revient un peu sur les règles hygiéno-diététiques dont tu as parlé, qu'est-ce que tu remarques comme réaction de la part de tes patients quand ils viennent te voir qu'ils ont ces problèmes-là et que tu leur dis qu'il faut perdre du poids et plus bouger? Est-ce que tu te rends compte que souvent c'est mis en application ou au contraire c'est plus difficile et souvent il y a un peu un statu quo et ils attendaient peut-être plus un petit remède magique de ta part? Ils attendent plus un remède magique de ma part. Ils voudraient qu'on leur donne la pilule miracle qui n'existe pas. Moi le premier, on est souvent au début aveugle devant nos pathologies diverses et variées. Et demander à quelqu'un de remettre quelqu'un en question sur son poids et sur sa sédentarité, les gens ne l'entendent pas au début. Mais moi j'ai pris ce parti un peu comme on faisait quand j'étais jeune médecin. On nous avait dit de poser la question à tous les patients, de demander à tous les patients si c'était fumeur ou pas. Et moi, j'ai pris cette habitude maintenant, tout patient qui vient à mon cabinet, je lui demande son poids, sa taille et s'il fait l'activité sportive. Finalement, c'est un premier pas pour que les gens se rendent compte ou pas s'ils sont en obésité, ou en surpoids d'abord, voire en obésité, parce qu'en obésité, ils s'en sont rendus compte quand même, normalement, et s'ils sont totalement inactifs, parce qu'il y a bientôt plein de gens qui vous disent « Non, je suis pas sédentaire, docteur ». Si tu les interroges, en fait, ils font pas 3 pas dans la journée. Donc, en fait, c'est une façon pour moi de les inciter à changer un peu les habitudes, puisque c'est ce que je te disais, l'insuffisance veineuse, c'est une habitude familiale comportementale. Si tu nais dans une famille non sportive où on regarde la télé toute la journée, t'as beaucoup plus de chances de faire comme ton papa et ta maman que si ton père et ta mère sont des grands sportifs où ils vont t'amener bouger en permanence. Mais tu l'as dit tout à l'heure, 6 heures par jour assis, on est considéré comme sédentaire. Ouais. Enfin, ça arrive quand même très, très rapidement. Alors, 6 heures par jour, si tu fais 6 heures par jour, mais si après tu bouges, t'es pas sédentaire. Mais c'est vrai que... Mais on est tous... Mais ça arrive vite, entre le travail, le moment où on mange, le moment où on se déplace en transport, etc.
ça arrive arrive vite, très vite, ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce problème, en fait, du remède un petit peu miracle. Alors, je pense qu'on le voudrait tous. Et le problème, je sais pas toi si tu as ce même sentiment, mais en fait, on se retrouve à essayer de soigner des gens de pathologies qui sont liées à leur mode de vie. Et en fait, la meilleure façon de les soigner, ça serait justement de modifier ces méthodes, ces modes de vie et leurs habitudes, etc. Et du coup, on est obligé d'essayer de trouver des moyens un petit peu parallèles qui finalement sont moins efficaces. Ouais, c'est exactement ça. C'est, je sais plus non, c'est comme maintenant la prescription. Alors on peut pas pour l'insuffisance veineuse parce que ce n'est pas une maladie, une ALD, mais par exemple pour les artéritiques, toutes les maladies NLD, maintenant on a une autorisation de prescription de sport chez les kinés, ce qui est vachement bien. Mais enfin, c'est incroyable d'en être arrivé là, quoi, d'être obligé de prescrire du sport. C'est vrai, moi je partage ton avis, c'est-à-dire que d'un côté, c'est génial, c'est mon métier, moi je pense qu'il y a une vraie expertise à la façon dont tu peux l'amener à ton patient, comment tu vas l'accompagner, comment par rapport à ses douleurs, etc., tu vas pouvoir l'orienter, peut-être privilégier un moment un exercice, et puis quand ça ira mieux, basculer sur un autre, etc. Je pense qu'il y a une vraie expertise à ce niveau-là, et d'un autre côté, c'est vrai que ça pose question. Est-ce que, je vais être assez provoquant, est-ce que le système de soins, il est forcément là pour faire de la prévention et ou en tout cas pallier à ce que chacun pourrait faire de son côté? On a malheureusement une population qui vieillit, etc., avec de plus en plus de pathologies et des pathologies qui nécessitent pour le coup un accompagnement qui est médical et qui peut pas se faire autrement. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas malheureusement un peu à un moment des choix qui doivent être faits et une attention particulière sur là où il y a une vraie expertise de la part du corps médical? Ouais, tout à fait. Mais la prévention, je pense, c'est quand même important parce que c'est ce qui va faire économiser beaucoup à l'assurance maladie. Parce que si tu laisses les gens faire, au bout, la facture sera terrible en soins. Après, c'est vrai que c'est une espèce de paradoxe de dire aux gens qu'il faut bouger. C'est pour ça que moi, j'essaie dès le départ de leur dire changez votre mode de vie, mais c'est très dur. C'est le mode de vie des pays riches, des pays industriels. Hein. Non mais moi je suis tout à fait d'accord avec toi. La prévention est primordiale et on sait que la prévention permet de faire d'énormes économies. Et c'est pour ça que nous on fait ça. Oui, c'est pour ça qu'on fait de l'éducation comme on le fait là. Hein. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est paradoxal de devoir en faire. Normalement, toute personne sensée devrait se dire. Attention, il faut quand même que je fasse gaffe. Oui, parce que c'est le plus efficace. Oui, tout à fait. Et derrière, les professionnels de santé n'ont pas de... Enfin, sinon, ils utiliseraient la méthode miracle. Il faut bien dire ça. Quand vous venez la chercher chez un professionnel de santé et qu'il vous la donne pas, c'est parce qu'il l'a pas. Exactement. Non, on l'a pas. On la garde pas pour nous. Hein. Non, on l'a pas, et surtout en matière d'insuffisance veineuse. Mais c'est marrant la question que tu m'as posée, parce que c'est exactement ça. Quand j'y réfléchis, les gens viennent me voir en me disant vous allez me donner le... Et puis dans une semaine, je prends l'avion, et puis là je pars en vacances, j'aimerais que ça aille mieux. C'est exactement ça. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, je sais pas, mais c'est comme ça. C'est un constat, mais c'est un constat qu'on trouve dans toutes les disciplines. D'ailleurs, c'est ce qui avait, je pense, amené à l'époque au déremboursement de vénotoniques, qui étaient prescrits larga manu. C'est quoi ça, les vénotoniques ? Les vénotoniques, c'était par exemple, pour les diosmines et compagnie, qui favorisaient le drainage veineux et qui luttaient contre l'inflammation, notamment les antimétalloprotéases, alors qui ont des recommandations de grade A, qui y a eu des belles études dessus, mais qui étaient tellement prescrits en tant que remède miracle, un peu comme tu disais, c'est-à-dire que tu allais voir ton médecin et si tu avais mal aux jambes, tu disais tiens, je vais vous mettre sous, je vais pas faire de pub, mais sous tel vénotonique, et puis ça ira mieux. Et en fait, on s'est aperçu que tout patient français avait des vénotoniques. Donc en fait, ça coûtait très cher. Et je vais te poser une question. Tu viens de dire qu'ils étaient grade A, donc ça veut dire que la science a montré qu'ils étaient efficaces. Ouais. Est-ce que tu connais le grade de l'activité physique, ou par exemple ? Non, parce que je crois pas qu'il y ait eu en matière veineuse, je crois pas qu'il y ait eu de recherche dessus. D'accord. Ok. Je peux me tromper, mais je n'en ai pas vu récemment. Tout à l'heure, tu as parlé un peu d'IMC. Toi, tu t'en sers un petit peu comme première approche pour faire une prise de conscience pour ton patient ? Tout à fait. Pour moi, c'est primordial parce que c'est vraiment le surpoids
est vraiment quelque chose qui va vraiment surajouter dans l'insuffisance veineuse, mais pas que dans ça, dans toutes les pathologies articulaires, cardiaques. Donc j'essaie de faire ma part de travail en faisant prendre conscience aux gens qui sont en surpoids, voire en obésité. Alors je sais, on me dit toujours oui, mais moi vous comprenez, docteur, m'a opéré de la thyroïde, j'ai ci, j'ai là, mais bon. Alors tu sais que tu es sur les réseaux sociaux ? Très tu peu, traînes un peu. Bon, oui, moi, je fais beaucoup de veille, pas par la force des choses. Et puis aussi parce que malheureusement, je suis sur les réseaux sociaux. Je suis moins jeune. Et l'IMC, il est beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit que c'est pas quelque chose qui est fin, c'est pas quelque chose qui est fiable pour établir l'état de santé d'une personne. C'est pas quelque chose, enfin voilà, que ça, c'est quelque chose, c'est un outil qui est assez grossier. Pourtant, si on regarde les études scientifiques, moi je les ai regardées, on retrouve pas tout à fait les mêmes choses que ça. C'est-à-dire que la façon dont toi tu l'utilises comme premier signe pour se rendre compte un petit peu de l'état de santé, c'est un premier signe d'appel. C'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Après, il faut aller chercher plus loin. C'est sûr que si tu fais l'IMC et qu'en face de toi, t'as Teddy Riner, bon, ou toi, t'es du côté de Toulouse, ou t'as un joueur du Stade Toulousain vis-à-vis de toi, en face de toi, tu vas te dire, mais c'est tellement évident. Mais Teddy Riner, il va très probablement pas venir me consulter pour des varices. Mais l'IMC, ça nous sert à classifier les gens dans un endroit. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Après, nous, si je fais plutôt dans la pathologie artérielle et cardiaque, on va le corréler avec le tour abdominal, on va rajouter pas mal de choses. Mais déjà, je sais que c'est critiqué, et j'entends ce que tu me dis, que ça soit critiqué sur les réseaux sociaux, on fait quand même la part des choses. Moi, effectivement, comme je te dis, si j'étais Teddy Riner qui arrivait, il peut avoir une IMC à 32, je veux dire, tout va bien, gars. Oui, c'est ça va être le premier outil que tu vas utiliser, et puis s'il y a besoin, tu verras d'autres tiroirs et tu iras chercher d'autres outils que tu as à disposition. Mais voilà, pour finir là-dessus, on retrouve quand même dans les études de cohorte qui ont regardé avec 10 000, 20 000, 30 000 personnes, donc des choses énormes, que les personnes qui ont les IMC les plus élevés, c'est quand même ceux qui ont le plus de facteurs de risque et qui sont le plus à même derrière de développer une pathologie et possiblement entraîner la mort derrière. Tout à fait. On retrouve bien ça dans les statistiques. Tout à fait. Au niveau activité physique aussi, moi je trouve qu'il y a quelque chose qui doit être assez intéressant dans les personnes qui souffrent d'insuffisance veineuse, et c'est ce que tu as dit, c'est d'augmenter les NEAT. Tu vois ce que c'est que les NEAT ? Explique-moi. NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. En fait, une personne, elle a 4 sources de dépenses en énergie. Elle a son métabolisme de base. Donc ça va être son cœur, ses poumons, tout le fonctionnement du corps quand tu fais rien, mais qui consomme quand même de l'énergie. Ça, c'est à peu près 60% des dépenses d'une personne. Après, tu vas avoir quelque chose qui est assez faible, c'est la thermogénèse des aliments, c'est-à-dire l'énergie qu'utilise ton corps pour faire la digestion. Ça, c'est à peu près 10%, c'est assez faible. Ensuite, tu as l'énergie que tu utilises quand tu fais du sport. Voilà, 10-20%. Et ensuite, tu as les NEAT. Et donc, les NEAT, ça va être toute l'activité physique que tu vas faire, qui va entraîner une dépense d'énergie, mais en dehors du sport. Donc, par exemple, quand tu es venu ici en marchant, c'était des NEAT. Quand là, on bouge un peu les bras, c'est restreint, mais c'est des NEAT. Quand on sort la poubelle, quand on monte les escaliers, quand on se brosse les dents, quand on fait la vaisselle, tout ça, c'est des NEAT. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment l'un des premiers axes d'amélioration pour des patients qui viennent te voir, parce que c'est même le plus simple, c'est ce que je disais, aller au travail, quand on peut, il faut aller au travail à pied. C'est le plus simple. Enfin, c'est une des choses les plus simples à faire, c'est aller au travail à pied. Dans la mesure, effectivement, je sais pas encore me dire oui, mais vous vivez pas loin du travail, je le sais, mais il y a pas mal de choses qu'on peut faire à pied. Et on le voit très très bien, le nombre de personnes qui prennent leur voiture pour aller acheter une baguette de pain. Quand je dis aller au travail, il y a tellement de choses qu'on peut faire à pied, Tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que ça représente, les NEAT, c'est 20% à peu près de la dépense calorique d'une personne. Donc, c'est-à-dire que sur la journée, il y a 20% des dépenses en énergie qui sont liées à tous ces petits mouvements de la vie de tous les jours. Et en fait, c'est énorme. Et les gens se rendent pas compte que pour la grande majorité des personnes, c'est plus que l'activité physique. Sauf si on a quelqu'un qui va être ultra-marathonien, qui va faire des Ironman, etc., qui aura une dépense énorme. Mais encore une fois, c'est pas la majorité des gens. Et donc, en fait, toute cette poche c'est de NEAT, c'est quelque chose qu'on peut augmenter, sur lequel on a forcément une action et qu'on peut augmenter. Par contre, il faut le faire. Et du coup, je pense que l'une des bonnes façons, ça va peut-être être de regarder le nombre de pas qu'une personne va faire dans une journée.
On les a. On a sur les téléphones. On a tous des smartphones, on a tous des montres connectées. Et on a même, maintenant, ils calculent en hauteur. Donc et c'est vrai qu'on incite depuis des années à prendre des escaliers. Mais bien sûr. On prend des escaliers et c'est vrai qu'il faut le faire. Il faut grappiller ça. Faut regarder. Alors, je crois que c'est la valeur c'est 10 000 pages, je crois. Il faut au moins par... je sais plus exactement. Dans la littérature scientifique. Mais ça, je suis pas assez fort sur ça, ouais. Bah, moi, j'ai regardé. En fait, 10 000 pas, il semblerait que ce seuil, à la base, il arrive pas sur des raisons scientifiques, en fait, mais plus pour des raisons marketing. Il y a un podomètre, je crois, japonais, qui a fait une campagne de pub sur ces 10 000 pas et c'est resté un petit peu partout. Très intéressant, merci. Voilà, tu vois. Par contre, on sait dans la littérature scientifique qu'on a une augmentation qui va être linéaire de 0 à 6 000 pas. Donc, plus les personnes vont marcher, plus elles auront une amélioration de leur santé. Et à partir de 6 000 pas, on commence à avoir un plateau. C'est-à-dire qu'on continue à avoir des effets, mais ça augmente de façon moins importante. Donc, il faudra aller au moins 6 000. 6 000 pas, c'est la limite. Et moi, je pense que si on a des gens qui nous regardent, je me mets sous ton contrôle, regardez combien vous avez de pas sur votre téléphone. Si votre téléphone, il n'a pas ça, vous téléchargez une application podomètre et vous aurez ça. Et peut-être que avant de vouloir un remède miracle, on essaie d'être aux 6 000 pas. C'est exactement ça. C'est le premier step. C'est le cas de le dire. Ouais. Premier step. Tu demandes ça à tes patients de sortir l'application, de voir combien de pas ils font? Non, et je te remercie, je vais le faire maintenant. Dès demain, ça va faire partie de mes nouveaux... Mais en fait, c'est super parce que ça leur permet même de perdre du poids. Et on a dit que la perte de poids, c'était très important. Un autre... Mais, et en plus, elle est importante pour les veines, mais elle est importante pour la santé en général. Parce que là, on parle des veines, mais le poids, c'est terrible sur la santé, quoi. Et ce qu'il faut faire, et là, j'aurais fini là-dessus, c'est essayer de réfléchir vraiment où est-ce qu'on peut les rajouter, ces pas. C'est-à-dire, il faut pas se dire, je vais marcher plus. Il faut prendre son agenda et se dire, là, le jeudi soir, j'ai toujours l'habitude de rentrer à pied, de faire telle activité, et maintenant je vais la faire en vélo. Le mardi matin, je vais toujours aller au travail en marchant. Et il faut essayer vraiment de trouver des points sur lesquels on ancre, parce que si on se dit juste je vais marcher plus... Ah non, il faut transformer son quotidien, moi je pense. C'est une remise en question de sa façon de vivre. On le sait très bien, les abonnements aux salles de sport, ça ne marche pas. On sait très bien qu'on prend tous abonnement, on s'est dit, moi, c'est avant l'été, j'ai passé 50 ans, c'est là où on commence à prendre un peu de ventre. Avant, ça me le faisait jamais. Et c'est chaque fois, quand l'été arrive, je dis, oh là là, il faut que tu ailles à la salle de sport. En fait, ça ne marche pas. Et leur business repose là-dessus, hein. Le business des salles de sport repose sur les gens qui ont un abonnement et qui ne viennent pas. C'est exactement ça. Donc, c'est pas aller à la salle de sport, c'est transformer son quotidien, moi je dis. Alors son quotidien, mais comme tu dis, il faut le transformer en allant de là à là à pied. Enfin voilà. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment sortir son agenda, réfléchir, cocher, et ça s'improvise pas. Il faut que ça soit, que ça devienne une façon de vivre. En fait, on a une façon de vivre qui est devenue sédentaire. Il faut retrouver une façon de vivre un peu plus physique, sportive, sans que ça soit, on n'est pas des marathoniens, mais il faut retrouver une façon de vivre un peu plus saine, je dirais. Ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, et moi c'est quelque chose aussi qu'on voit très bien avec les patients, c'est que tous les gens se considèrent comme actifs. Oui, tous. C'est-à-dire que on leur demande, vous faites de l'activité physique? Non. Donc, ok, ils font pas de sport, bon, soit. Et après, on leur demande, mais vous êtes actif, vous êtes sédentaire? Ah oui, je bouge. Oui, je vais de mon lit à la cuisine. Et, ou sinon, non, mais samedi, j'ai fait 10 ou j'ai fait 15 000 pas. Le problème, c'est que si on regarde la moyenne sur la semaine, il y a des jours à 1000, 2000, 3000. Et en fait, la moyenne, aura des pâquerettes, même en ayant fait 10 à 15 000 le samedi après-midi avec leurs copains en se promenant, en faisant du tourisme. Donc ça c'est important. Et en plus, on dit normalement, alors nous on partait sur la chose qu'il fallait faire au moins 3 fois par semaine, une séance de marche de 20 minutes. C'est 20 minutes actifs, c'est sans faire les magasins. Ce qu'on disait, il faut quand même avoir une activité un peu soutenue. C'est pas... Ouais, t'es gentil, 3 fois 20 par rapport. Ouais. T'es même en dessous des recommandations de l'OMS. Hein, oui, non, mais c'est ce qu'on a dit pendant longtemps, on est en dessous, mais déjà... Mais les gens le font pas. Et moi, ils me disent, oui, mais si, mais je suis allé en ville, j'ai passé 3 heures en ville. Ouais, s'il y a eu un café, une vitrine et 3 pulls achetés, bon. Exactement, c'est plus la même. Non, il faut avoir une activité. Et la cigarette, ça joue sur la santé des veines? Le tabac, c'est surtout sur les artères.
Ça va jouer sur la santé des veines, mais là on sort un peu du registre de l'insuffisance veineuse. Ça va jouer souvent en association, notamment chez les jeunes filles, avec la pilule sur les problèmes de thrombose veineuse et phlébite. Sur l'insuffisance veineuse chronique, je crois pas qu'il y ait de significativité absolue. Ok. Et du coup, ça me fait penser, vu que tu viens d'en parler, si on fait de l'insuffisance veineuse, on a plus de chances d'avoir une phlébite ou c'est totalement dépendant? Oui, parce que la varice, qui dit varice, dit stase veineuse, qui dit stase veineuse, possibilité de caillot. Ouais, là ça change quand même parce que la phlébite, on est plus sur le même degré de gravité. Tout à fait. Ouais, parce que ce qu'on risque, c'est l'AVC, c'est l'embolie. Alors, non? Pas spécialement l'AVC, parce que l'AVC, il faudrait avoir, là, c'est anatomique, une communication dans le cœur pour repasser dans le système artériel et faire l'AVC, mais on risque au moins l'embolie pulmonaire, ça c'est le... D'accord. C'est vrai, parce que moi je pensais qu'on était bon, sensation de jambes lourdes, ok, ça peut faire mal, on en a parlé, non? Non, il faut pas oublier que les varices, ça thrombose, c'est ce qu'on appelle la thrombose veineuse superficielle, variqueuse sur varice, et que ce caillot, les veines superficielles se jettent dans le réseau veineux profond, donc il peut migrer dans le réseau veineux profond, dans la veine fémorale notamment, commune, et de là partir dans le système pulmonaire. Ok. Donc il faut quand même faire attention, oui. Bon, on a vraiment parlé des habitudes, on en a parlé longtemps. Si ça suffit pas, ça veut pas dire qu'il faut les arrêter, ces habitudes, mais si on passe un peu à l'étage supérieur de la fusée, est-ce que tu as des médicaments, toi par exemple, que tu peux donner qui aident cette situation-là? Toujours pas. Toujours pas? Non, on n'a pas de médicaments veineux purs, hormis les vénotoniques. Les vénotoniques qui ont un intérêt, puisqu'ils vont réduire quand même l'œdème, favoriser le drainage, inhiber les métalloprotéases pour certaines, donc réduire l'inflammation au niveau des parois veineuses et compagnie. La compression, non. Après, malheureusement, une fois qu'on va sortir de ces traitements conservateurs, on ira vers des traitements... Oui, on passe du premier étage de la fusée au troisième cabine étage de pilotage. de la fusée. Ouais. Ok. Et oui, on n'a pas l'intermédiaire. Il y a rien qui agit sur la veine comme ça. Et c'est pour ça que je le répète, tout ce qu'on disait, cette prévention de base, expliquer aux gens qu'il faut bouger, qu'il faut pas trop grossir, est hyper importante. Juste avant, du coup, qu'on passe à la cabine de pilotage, il y a quelque chose qui vient de me revenir. On ouvre un peu la question du drainage lymphatique manuel. Qu'est-ce que t'en penses? Alors... Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec RAF, on a créé les tips de GG RAF, une newsletter exclusive où on va vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche matin sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Attention, chaque tips est envoyé qu'une seule fois, donc arrêtez d'en louper et inscrivez-vous dès maintenant. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas, et c'est totalement gratuit. Allez, on reprend l'interview, je ne veux pas déranger RAF plus longtemps. Si c'est un vrai lymphœdème, il va y avoir une amélioration, on va se sentir mieux. Donc c'est une sorte un petit peu de massage au niveau de la peau qui permet de diminuer un petit peu l'œdème. Je pense que sur l'insuffisance veineuse pure, l'intérêt, c'est plutôt du confort. C'est-à-dire, mais comme tout le monde, moi j'aime bien me faire masser, mais ça va pas changer grand-chose. Et sur le lymphœdème, oui, parce qu'il va y avoir des manœuvres d'appel, il y va une résorption de la lymphe. Des gens, par exemple, qui ont eu un cancer du sein, oui, à qui on a enlevé des ganglions, à qui on a fait des choses comme ça. Voilà, on est vraiment dans des cadres particuliers où là, il y a une indication. Là, il y a une indication, mais ça va marcher. En plus de la compression multicouche qu'on va mettre, ce sont des traitements associés qui vont faire que les gens... 5000 feuilles, exactement. Et sachant que le lymphœdème, souvent, on l'a à vie, quoi. Enfin, je veux dire, on va avoir des nettes améliorations, mais ça va pouvoir revenir. L'insuffisance veineuse, c'est surtout de la compression, c'est surtout des varices. Au risque de déplaire, je ne crois pas que le massage fasse grand-chose sur les varices. Si, ça va soulager, parce qu'on va quand même drainer un peu. Dans l'insuffisance veineuse, il y a toujours une petite part, puis ça se joue au niveau des capillaires, des liens, et toujours une petite part qui va aider, mais c'est pas... La sécurité sociale est de ton avis, puisqu'elle ne rembourse plus du DLM en cas d'insuffisance veineuse. C'est absolument normal. Mettre un pansement sur une jambe de bois, je crois que ça n'a jamais trop marché. Donc, une fois de plus, il y a des problèmes d'insuffisance veineuse, et toi, tu prescris peut-être des séances à des kinésithérapeutes? Ah, moi, je
je prescris du drainage lymphatique manuel quand j'ai du lymphœdème, quand j'ai de maladies lymphatiques. Quand j'ai de l'insuffisance veineuse pure, je ne prescris pas de drainage lymphatique manuel. Mais par contre, peut-être des séances où là, avec de l'activité physique ou des choses comme ça. Séances d'activité physique. Ce que tu m'avais dit. Que je prescris, qui sont pas, alors là, dans ce cas-là, qui sont pas remboursés, hein, je crois, dans mes souvenirs. Mais au moins, je fais faire la démarche aux gens d'aller voir leur kiné. Parce que je me dis que moi, je trouve que c'est assez important qu'il y ait quelqu'un qui puisse les aider au début à reprendre une activité physique. Il faut faire attention aussi. Les gens peuvent pas reprendre tout n'importe comment. Et je trouve que d'avoir un professionnel qui vient un peu diriger, coacher tout ça, c'est une bonne chose. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Faut quelqu'un, souvent, qui aide quand même pour mettre le pied à l'étrier et après la personne peut partir toute seule. Mais y aller. Voilà. Ouais, tout à fait. Donc, on passe à la cabine de pilotage de notre fusée. Malheureusement, c'est le traitement chirurgical, si j'ai bien compris. Tout à fait. Alors, traitement chirurgical, ça a évolué. Hein, début du XXe siècle, 1907, Babcock, il invente le stripping. Le stripping en anglais, décapage. Ça veut dire, on ouvrait au niveau, pour la grande veine saphène, on ouvrait au niveau de la malléole, on ouvrait au creux inguinal et on passait un stripper à l'intérieur et on arrachait tout. On n'est jamais déçu avec la chirurgie au début. Hein. Ouais, jamais. Alors, il y avait les nerfs qui étaient lésés dans la partie distale. Derrière, il y avait un énorme hématome. On mettait une énorme compression pour drainer les hématomes. 3 semaines à 4 semaines d'arrêt de travail. On appelait ça, tous les gens ils disaient, oulala, les varices, personne ne voulait se faire opérer des varices parce que c'était à chaque fois assez catastrophique. Début des années 2000 arrive et là, les techniques endoveineuses font leur apparition. Laser, radiofréquence, laser, les deux marchent pareil, c'est des ablations thermiques. Là, on pique juste en distalité de la veine et on monte sous échographie une sonde de radiofréquence ou de laser sur laquelle on va aller faire une nécrose de coagulation de la paroi veineuse et qui va permettre cette fibrose et oblitération de la veine et qui va se détruire. Donc en fait, on n'utilise plus la zone qui a été un petit peu défaillante. Ouais, on a le réseau périphérique qui va... Le sang va s'écouler ailleurs. Il est détourné vers le réseau veineux profond. Et gros changement, puisque là, tout d'un coup, les gens n'ont plus d'arrêt de travail, contre un mois d'arrêt de travail avant, en ambulatoire, sous anesthésie locale, on n'endort que la veine. Et c'est devenu le gold standard. Donc maintenant, c'est une intervention qui est devenue simple à faire, facile à réaliser, que les gens acceptent facilement, vu qu'on a eu un gain, on recouvre ses activités immédiatement. Toi, c'est quelque chose que tu fais, si je comprends bien. Oui. Ok. Donc tu vois un petit peu l'efficacité était bien placée. Qu'est-ce que ça donne? Alors sur les gens... En matière de varices, il y a 2 choses. Il y a les gens qui ont un préjudice esthétique à leurs yeux et qui ont pas mal. Là, on va avoir une efficacité sur le côté esthétique parce que de suite, la jambe va être plus jolie, mieux. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'efficacité sur la symptomatologie veineuse. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il y a des gens qui disent que dès le lendemain ou le surlendemain, ils se sentent mieux. Ils ont la jambe moins lourde. Ils ont moins d'œdème. Alors l'œdème, il faut un peu plus, mais ils ont une amélioration nette de leur score, nous ce qu'on appelle le COL, de Quality of Life, les scores de qualité de vie, et c'est vraiment intéressant. Ou le VCSS, qui est le score de sévérité de sévérité veineuse, on voit vraiment une nette amélioration de ces scores-là. Et ce qui est impressionnant, c'est de façon très rapide, pas 6 mois après. Dès les premières semaines, on a déjà une amélioration de tous ces scores. Ouais, et puis tu disais avec la précédente opération, je suppose que les gens étaient immobilisés assez longtemps. Un mois. Là, donc ça faut bien imaginer que sur quelqu'un qui vient de voir, qui doit avoir en moyenne 50 à 60 ans, le fait d'être immobilisé pendant 1 mois, c'est catastrophique au niveau musculaire, au niveau osseux, au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, etc. Enfin, c'est bien juste pour la veine, mais pour tout le reste, c'est hyper mauvais. Exactement. Et je pense que effectivement, c'était plus ou moins efficace, mais derrière, fallait sûrement ramer aussi pour récupérer la masse musculaire de la jambe, etc. Avant, on faisait faire de la kiné. Là, les gens recouvrent de suite leur activité. Ils n'ont pas besoin. Même pas besoin d'infirmière pour venir enlever le pansement. Il y a rien, quoi, en fait. C'est vraiment
et très très efficace rapidement. Ok, donc ça, c'est le traitement de référence. C'est le traitement de référence, le laser et la radiofréquence. Maintenant, il y a aussi ce que connaissent plus les gens, la sclérothérapie, mais là on envoie un produit chimique dans la veine qui va créer une fibrose de la veine grâce à un produit sclérosant. Ça, c'est esthétique ou c'est... Il y a les deux. Okay. Il peut y avoir esthétique ou carrément on peut aussi traiter des veines saphènes avec la sclérose. Mais dès que les diamètres sont un peu trop élevés, la sclérose n'a pas la même efficacité à long terme. C'est-à-dire qu'on va avoir des reperméabilisations de la veine, contrairement au laser ou radiofréquence ou la colle, qui est un nouveau traitement mais qui n'est pas remboursé, qui eux vont être permanents. Moi, l'expérience que j'ai là-dessus, soit avec des patients ou des personnes de mon entourage, c'est que ça fait très mal. La sclérose. Ouais. C'est vrai, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Je leur dirais. Non, alors, il faut parler de sclérose et sclérose. La sclérose esthétique, c'est pas très agréable parce que le médecin qui va faire la sclérose esthétique va piquer plein de petites veines. Donc, ça va être des petites piqûres à répétition. C'était ça, moi, que j'avais. C'est ça qui leur forme. Quelqu'un qui va traiter par sclérose une grande veine saphène, il va piquer qu'une, 2, 3 fois dedans, en fait. Il va mettre du produit de façon étagée dans la veine. Donc, non, franchement, c'est pas très mal. Par contre, la sclérose a un effet. Sclérose, ça veut dire durcir en grec. Donc, quand vous avez sclérosé la veine, la veine va être dure. Et quand la veine est dure, il y a quand même une légère inflammation, ce qui fait qu'en post-sclérothérapie, il peut y avoir un peu d'inflammation. D'ailleurs, comme en laser ou radiofréquence, qui fait un peu mal. Mais non, on peut pas dire que ça fait très très mal. C'est pas... Bon. Au niveau du coup de traitement, on a fait le tour. Ouais. Tu nous disais au début que tu faisais de la recherche. Alors, quels sont les... vers où se tourne l'espérance et toi, un peu ton regard sur ce qui pourrait apparaître dans les prochaines années? Alors, les prochaines années, je pense on fait surtout de la recherche là dans des nouveaux traitements parce qu'on a le traitement par ablation thermique, laser radiofréquence, et on cherche des trucs encore moins invasifs. C'est toujours d'avancer et coupler ça à l'échographie. Alors, il y a de nouvelles recherches qui s'appellent l'écothérapie. L'écothérapie, c'est assez marrant, c'est-à-dire c'est comme quand on vous fait l'échographie pour regarder les veines, et en même temps, ce sont des ultrasons focalisés par cavitation, on pourra en même temps traiter de façon quasi indolore les veines. Alors c'est des axes de recherche qui mélangent des ingénieurs, de l'intelligence artificielle, des médecins, quelques patients. Alors il y a plusieurs, 2-3 équipes qui développe ça dans le monde, une qui est un peu plus avancée que d'autres, mais qui a encore un peu de thermique dedans. Il y a des trucs derrière qui arrivent un peu plus, encore plus loin. Après, on fait de la recherche pour savoir. Moi, la dernière que j'ai fait, c'est sur les ulcères et la colle, parce que les ulcères, c'est une maladie dont on n'a pas trop parlé, donc développer si tu dont la prévalence reste à 1% en France. C'est énorme. Et dont le coût... Donc 1% des personnes en France auront un ulcère. Ouais. Donc en ces ulcères, 70% sont d'origine veineuse ou artério-veineux, et pas artérielle pure. Et c'est surtout le coût. 225 millions d'euros. 225 millions d'euros annuels pour les soins d'ulcères, plus les antibiotiques et les pansements infirmières. Donc les soins d'ulcères, c'est quand on a une plaie sur un œdème, c'est ça? Une plaie sur la jambe. Là, on parle de varices c'est ce qu'on appelle un ulcère variceux, depuis plus de 6 semaines. Une plaie qui ne s'est pas fermée depuis plus de 6 semaines. Et ça a un coût monstrueux. Donc, on cherche à savoir comment on va pouvoir cicatriser au mieux l'ulcère. Parce que c'est des plaies qui ne cicatrisent pas. Au mieux l'ulcère. Et comment on va éviter la récidive. Avoir une cicatrisation longue et durable. Parce qu'en fait, si on arrive à cicatriser plus vite et être durable dans le temps, eh bien, on va diminuer toute cette notion de soins autour de l'ulcère et compagnie. On va truc. Donc nous là, on avait développé un projet dont on va bientôt faire la publication de colle tout le long de la jambe. Donc il y a pas mal de recherches effectivement dans beaucoup de soins, et d'une part qui vont améliorer le patient, et d'autre part aussi en termes de coûts, pour voir si on peut diminuer les coûts générés
par toute cette pathologie. Ouais, parce que moi, je vois ça en maison de retraite auprès des patients auxquels j'interviens. Donc souvent, on retrouve ça pareil sur des patients qui bougent plus trop, qui se lèvent moins, qui marchent moins, etc. Et quand on a ces plaies qui se mettent là, ces ulcères, c'est quand même la galère parce que le patient, il garde ça pendant souvent des mois. Ouais, il faut mettre la première chose, si c'est venu, il faut mettre la compression. Et si on peut l'associer à une cure de la varice, ouais, c'est encore mieux. C'est encore plus mieux. on va enlever les facteurs de risque de l'ulcère, plus vite on va le cicatriser. Et si c'est artériel, parallèlement, mais il va falloir aller déboucher les artères pour essayer de ramener voilà, donc du sang. Souvent, c'est sur la jambe. Ah oui, oui. Enfin, c'est sur la jambe. Donc, en plus, ça suinte, ça coule. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Le patient, il a très mal. Il faut refaire les pansements régulièrement. Il a tous très mal. Tous les 2 jours, souvent, on va voir tous les jours. C'est vraiment, voilà, c'est hyper douloureux. Donc, puis une personne sur 100, donc il y aura ça quand même. Ça, ok. 1%, mais ouais, ça donne pas envie. Prévalence, c'est énorme. Hein. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Donc, tu as parlé un petit peu des axes d'amélioration. Bah écoute, on a fait le tour. Tu veux qu'on aborde quelque chose d'autre? On a bien abordé le problème. On a fait un joli tour, je crois. Non, on a fait un joli tour. Des questions. Écoute, je te propose qu'on finisse avec 2 questions qu'on pose à tous nos invités. On a tourné autour pendant toute l'interview. S'il y a un conseil que tu devais donner à tous tes patients pour être en meilleure santé, ce serait lequel? L'alimentation. Okay. Pour moi, c'est primordial. Mieux manger, ce qu'on met dans l'organisme. Ce qu'on met dans l'organisme. T'as dit, il y a le deuxième, c'est l'activité avec. C'est fou, hein, parce que tous les médecins, c'est toujours ça. C'est toujours l'alimentation, l'activité physique, l'alimentation, l'activité. Mais c'est la base. On le sait très très bien. Mieux tu vas manger. Ouais, mais tu sais, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Idéologiquement, alors nous, peut-être ça change, mais moi, la génération de mes parents, de mes grands-parents, le médecin, c'était un peu Dieu quand même. Et on avait un problème, on allait le voir, il réglait le problème. Et maintenant, on voit tous les médecins, nous, qu'on reçoit, qui sont jeunes, moins jeunes, etc. Bah, ils se rendent bien compte que c'est pas eux Dieu, en fait. Hein, que non, pas eux qui ont non, mais je veux dire que c'est pas eux qui ont les outils les plus puissants, en fait. Ah non, nous, on est là on va amener quelque chose en plus pour soigner, opérer si je suis chirurgien, donner-moi ma truc. Mais malheureusement, l'homme fait lui-même sa maladie. Je parle pas des maladies, certaines maladies qui ont pas, comme ça, qui a génétique ou autre. Bien sûr. Mais après, on voit l'évolution quand même. Enfin, moi, je me rappelle, il y a 15 ans qu'on allait aux États-Unis, on disait, il n'y a que des obèses aux États-Unis. Je veux dire, quand tu sors dans la rue en France, il y a une transformation qui est dramatique. Toi, t'as ce sentiment de l'évolution dans ta patientèle? Ah oui. Et chez les jeunes. Puis en plus, il y a des standards de beauté. Je vais pas rentrer dans les réseaux sociaux, mais on le sait, il faut avoir plutôt des formes comme ça maintenant, plutôt comme ça. Alors, il y en a, ils vont y aller par le poids, d'autres, ils vont faire un peu de chirurgie esthétique. Faire un peu, mais c'est enfin, moi, je trouve ça un peu dramatique qu'on a oublié nos standards de base. Moi, quand j'étais jeune, on nous dit il faut manger. Si tu mangeais pas, c'était pas bien. Enfin, il faut manger bien, truc. Mais on mangeait pas trop. Moi, chez moi, il y avait jamais pléthore à table. On mangeait bien, mais ce qu'il fallait. Quand il y avait des pâtes, il y avait 3 cuillères de pâtes, mais il n'y en avait pas 25. Et il fallait faire du sport. Moi, je n'avais pas le droit de pas faire de sport le week-end. Alors, je fais du foot, du ski, du volley, je sais plus, mais et les soirs de la semaine, c'est pareil. Maintenant, quand je vois aujourd'hui les jeunes, c'est... Donc, tu penses que la découverte du sport et la transmission du goût au sport, c'est une responsabilité des parents? Ah oui, je crois. Je crois. C'est les habitudes familiales comportementales, ce que j'appelais au début. Si tu nais dans une famille qui regarde la télé, Netflix toute la journée, tu as peu de chances de faire du sport. C'est sûr, moi je vais être confronté un petit peu à ça. C'est sûr qu'il y a un travail d'exemplarité aussi. Oui, tout à fait. Alors après, il faut pas tomber dans l'excès non plus, hein, mais je crois que si il faut regarder un peu ce qu'on faisait il y a 30 ans ou 40 ans et s'en rapprocher. Je pense que là, le monde moderne nous sert du sport à la télé, tout ça, et nous, on n'en fait plus, quoi. C'est le catharsis, en fait. Quand tu le regardes à la télé, comme ça, t'en fais pas de ton côté. C'est ça, oui. Et puis, t'as eu ta dose de sport. Exactement ça. Et t'as eu ta dose. C'est dommage. Mais c'est vrai, hein, je pense qu'effectivement, l'éducation, elle vient quand même du plus jeune âge. Après il y a un apprentissage qui est faisable plus tard. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Hein. Mais moi, j'y crois. Regarde comme on a arrêté de fumer. On voit plus personne qui fume dans la rue. On voit plus personne. Moi qui étais fumeur, ça fait un petit moment que j'ai arrêté.
Il y a 15 ans, je pouvais pas entendre que je fumerais plus dans un bar, en boîte de nuit ou au resto. Maintenant, avant d'avoir arrêté de fumer, je ne supporte plus l'idée de voir si je rentre dans un bar qui a enfumé ou comme ça, j'ai même pas envie d'y rentrer. J'en parlais ce week-end. Et... pourquoi on n'arriverait pas à revenir? Pourquoi les gens ne remarchent? Alors, moi, je suis pas staccanoviste. Je dis pas qu'il faut manger pile ça. Mais on peut éviter de faire tout et n'importe quoi. Je veux dire, l'ubérisation de l'alimentation, c'est terrible. Non, c'est vrai qu'il y a un motif d'espoir, parce que tu vois, j'en parlais ce week-end, et moi, j'ai 33 ans. Bon, je sais pas, je suis pas si vieux, pas si jeune, mais ça, c'est une question de point de vue. Mais moi, j'ai connu les bars avec la cigarette, où on rentrait de soirée, on avait des affaires qui sentaient mauvais. Et maintenant, ça nous viendrait pas à l'idée. Et à l'étranger, je suis rentré dans un bar où les gens fumaient. T'en ressors presque de c'était suite. horrible. C'est horrible. Sorti, alors qu'avant, c'était la norme. Et ça, même si t'es fumeur. Même les fumeurs te disent c'est affreux, j'ai plus envie de me confronter à cette... C'est l'enfer quand... Voilà, donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à redire à nos jeunes, faites un peu de sport, essayez de manger correctement. C'est déjà pas mal. T'en parler, peut-être que il y aura un salut qui viendra des réseaux sociaux, peut-être, je sais pas si c'est la bonne raison, mais peut-être des standards un petit peu esthétiques, etc. Peut-être, je sais pas. Ça serait pas mal. Je sais pas. Toi, deuxième question, qu'est-ce que t'as mis en place récemment dans ta vie pour être en meilleure santé? Qu'est-ce que j'ai mis en place récemment dans ma vie? Allez, t'as le droit de remonter un petit peu si tu veux. La meilleure chose que j'ai mis en place pour être en meilleure santé dans ma vie récemment, c'est arrêter de fumer. Okay. Parce que je crois que niveau sport, j'en ai toujours fait. Niveau alimentation, j'ai eu la chance d'avoir été bien éduqué par mes parents. Et trucs. Je fais un peu plus attention maintenant parce que plus t'avances en âge, malheureusement, l'absorption des sucres et compagnie, plus tout des glucides n'est pas tout à fait la même, donc t'as une plus tendance à grossir. Mais je crois que c'est le tabac, moi, qui m'a le plus fait de bien. Okay. T'as vu un changement sur ta vie quand t'as arrêté le tabac? Ou c'est juste, t'as investi dans le futur sur ta santé ou t'as vu des changements? Tabac, non, c'est pas tabac. Et tabac et alcool. Je ne bois, avant, je faisais partie, comme tous les Français, de ces gens habitué par mes parents à boire un verre à tous les repas tous les jours. C'est assez marrant ce que je vais raconter parce que il y a 4-5 ans, j'écoutais sur une radio nationale une psychiatre, il parlait du dry January que j'avais jamais fait. Et la question qu'elle pose, et ça peut s'adapter à plein de choses, c'est pour ça que je raconte cette histoire. Elle dit depuis quand n'avez-vous pas bu un verre d'alcool? J'étais au volant de ma voiture. Je sais pas. Et alors là, j'étais super vexé. Donc je me suis dit, le soir même, je commençais le dry January. Parce qu'en fait, t'avais bu peut-être au repas juste avant. Ouais, mais j'arrivais pas à trouver un jour où finalement, j'avais pas bu ou un verre de vin à table ou comme ça. Sans pour autant être alcoolique, sans pour autant... Et ça fait 3-4 ans que je fais le dry January. Tous les ans, ça se passe hyper bien. D'abord, quand tu fais le dry, tu perds 2-3 kilos dans le mois. Ça fait parce que l'alcool est hyper calorique, tout à fait. Plus de tous les autres effets négatifs. Et cette année en plus, je me suis dit, mais maintenant, tu vas plus boire en semaine. Tu vas boire que du vin avec tes amis le week-end, quand tu vas à un repas et compagnie, mais tu as arrêté finalement de boire un verre comme ça. Et bien ça m'a fait énormément de bien parce que je suis bien moins fatigué, je dors bien mieux, enfin c'est incroyable. Moi j'ai fait le même schéma que toi, je pense que c'est quand même quelque chose qui est en train de se répandre au niveau alcool. Comment t'as vécu, parce que je suis sûr que ça t'est arrivé quelques fois où il y avait un peu tout le monde qui buvait de l'alcool, où t'étais en semaine et on te proposait, et du coup il y avait un peu ce regard où ah tiens il boit pas. Comme toi je l'ai vécu, c'est bizarre. Mais après c'est souvent ce courage, et quand je décide un truc j'ai envie de le faire, donc oui, je le fais. C'est comme ça. Mais t'as vu, c'est marrant parce que t'as l'impression que ça renvoie aux gens ce qu'ils ne font pas. Et du coup, ils prennent ça personnellement alors qu'en fait, ils font ça juste pour nous. C'est exactement ça, c'est marrant. On a l'impression qu'on les accuse de boire, de les prendre pour des alcooliques, alors qu'on fait ça pour nous. Tout à fait. Donc c'était ça, mon dernier truc, c'était arrêter de boire en semaine. Eh ben écoute, ça me va très très bien. Merci beaucoup d'être venu, Nicolas. Avec grand plaisir de m'avoir invité. Bonne discussion et puis à très vite. À très vite, merci beaucoup. Cliquez ici pour visionner notre guide complet sur comment perdre du poids durablement après 50 ans. On a passé des mois et des mois à lire des articles scientifiques à ce sujet pour vous proposer cette vidéo exceptionnelle. Regardez-la et faites-nous un retour franc dessus. À tout de suite dans cette vidéo.